L'Odyssée, premier contact. Chapitre 1, le signal. Le docteur, Helena Voss, n'avait pas dormi depuis 48 heures. Ses yeux rougis fixaient l'écran holographique où dansaient des motifs mathématiques d'une complexité hypnotique. Autour d'elle, dans la salle de contrôle de la station orbitale Discovery, une douzaine de scientifiques s'agitaient dans un silence tendu, chacun analysant une facette différente du signal qui avait bouleversé leur existence 3 mois plus tôt. « C'est impossible », murmura-t-elle pour la 100e fois, traçant du doigt les séquences répétitives qui se déployaient dans l'espace tridimensionnel. Ces motifs, ils contiennent non seulement des constantes mathématiques universelles, mais aussi des séquences qui ressemblent à de l'ADN. Son assistant, Kenji Yamamoto, s'approcha avec 2 tasses de café synthétique. « Pas n'importe quel ADN, docteur. J'ai fait tourner les algorithmes toute la nuit. Ces séquences correspondent à des gènes impliqués dans le développement de la conscience et du langage chez les primates. » Helena se retourna brusquement, renversant presque sa tasse. « Tu es en train de me dire que quelqu'un, à 2,5 millions d'années-lumière d'ici, nous envoie un message qui contient les clés de notre propre évolution cognitive. Ou bien ils nous disent qu'ils nous connaissent déjà. Ou bien, » Kenji hésita, « ils nous montrent ce que nous avons en commun. » Le silence qui suivit fut interrompu par l'arrivée du commandant Han Wei, responsable de la sécurité de la station. Son visage austère ne laissait transparaître aucune émotion, mais Helena le connaissait assez pour détecter l'inquiétude dans son regard. « Le Conseil de sécurité terrestre se réunit dans 3 heures, annonça-t-il. Ils veulent votre rapport complet, Dr Voss. Et ils veulent une recommandation, répondre ou ne pas répondre. » Helena sentit le poids de la responsabilité l'écraser. Comment pouvait-on prendre une telle décision? Répondre pourrait exposer l'humanité à des dangers inconnus. Ne pas répondre pourrait signifier manquer la plus grande opportunité de l'histoire humaine. « Et vous, commandant, qu'en pensez-vous » demanda-t-elle. Zhang Wei croisa les bras. « Je pense que nous ne sommes pas prêts. Nous avons à peine maîtrisé les voyages interstellaires. Nous sommes encore divisés en nations rivales, en corporations qui se battent pour les ressources. Si cette civilisation est vraiment plus avancée que nous ne faisons pas le poids. » Ou alors, intervint Kenji, c'est précisément pour cela qu'ils nous contactent. Peut-être qu'ils sont passés par là et veulent nous aider. Ou nous conquérir, répliqua Zhang Wei. L'histoire nous a appris que les rencontres entre civilisations à niveau technologique différent ne se terminent jamais bien pour les moins avancés. Helena se leva et marcha vers la grande baille vitrée qui donnait sur l'immensité de l'espace. Quelque part, au-delà des milliards d'étoiles qui parsemaient le vide, une autre forme de conscience attendait. Elle pensa à sa fille, restée sur Terre, et au monde qu'elle laisserait derrière elle. Un monde en perpétuel conflit, certes, mais aussi un monde capable de beauté, de compassion, de créativité. « Nous allons répondre, » déclara-t-elle finalement. « Mais pas n'importe comment. Nous allons leur envoyer qui nous sommes vraiment. Nos sciences, notre art, notre histoire avec toutes ses lumières et ses ombres. Et nous allons leur demander la même chose en retour. Un échange équitable. » Zhang Wei secoua la tête. Le Conseil ne sera pas d'accord. Les militaires voudront d'abord évaluer la menace. Les corporations voudront protéger leurs intérêts. Alors ils devront me relever de mes fonctions, répondit Helena avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas, parce que je vais envoyer ce message. Avec ou sans leur autorisation. Les 3 mois suivants furent un tourbillon de débats, de manifestations et de réunions interminables. La découverte du signal avait été gardée secrète pendant les premières semaines, mais des fuites avaient inévitablement éclaté. La planète entière était divisée. Des mouvements religieux proclamaient la fin des temps ou le début d'une ère nouvelle. Des gouvernements stockaient des armes et fortifiaient leur défense. Des scientifiques et des philosophes débattaient de l'éthique du contact. Finalement, après d'intenses négociations, le Conseil de sécurité terrestre autorisa l'envoi d'une expédition. Non pas pour répondre au signal, mais pour aller directement à sa source. Une mission d'exploration et d'évaluation, avec des protocoles stricts de non-engagement. Le vaisseau choisi était l'Odyssée, le plus avancé jamais construit, équipé du nouveau propulseur luminal qui permettrait de franchir les distances intergalactiques en quelques semaines plutôt qu'en millions d'années. À sa tête, le capitaine Gabriel Torres, un vétéran des explorations lointaines, connu pour son pragmatisme et son calme en situation de crise. Helena Voss était nommée chef de la mission scientifique.
Elle aurait préféré rester sur Discovery pour continuer ses analyses, mais le conseil avait insisté. Si quelqu'un devait interpréter ce qu'ils allaient trouver, c'était elle. Chapitre 2 – L'équipage. La salle de briefing de l'Odyssée était trop petite pour contenir toutes les personnalités réunies. Gabriel Torres observait son équipage avec un mélange de fierté et d'appréhension. 32 personnes, triées parmi des milliers de candidats, représentant 12 nations et une dizaine de disciplines différentes. Le meilleur de l'humanité, disaient les médias. Ou les plus téméraires, pensait Gabriel. Mesdames, messieurs, commença-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence, dans 48 heures, nous franchirons le seuil du connu. Nous serons les premiers humains à quitter notre galaxie. Les premiers à potentiellement rencontrer une intelligence extraterrestre. Ce que nous ferons là-bas définira l'avenir de notre espèce pour les siècles à venir. Il marqua une pause, laissant ses mots résonner. Je ne vais pas vous mentir. Cette mission est dangereuse. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous avons des protocoles, des plans, des contingences. Mais au final, nous devrons faire confiance à notre jugement et à notre humanité. Elena Voss leva la main. Capitaine, quelle est notre marge de manœuvre concernant l'initiative de contact? Gabriel Supera. C'était la question qu'il redoutait. Nos ordres sont clairs, observation et collecte de données uniquement. Aucun contact direct sans autorisation du Conseil. Mais, il hésita, je suis également autorisé à utiliser mon jugement si la situation l'exige. En d'autres termes, intervint le commandant Sarachen, officier tactique, si on nous tire dessus, on peut riposter. Mais si on nous invite à prendre le thé, on doit demander la permission avant de dire oui. Des rires nerveux parcoururent la salle. Gabriel apprécia la tension qui se relâchait légèrement. Faisons les présentations, proposa-t-il. Docteur Voss, vous connaissez déjà. Elle dirigera toutes les opérations scientifiques. À sa droite, le docteur Marcus Okonkwo, notre xénobiologue. Si nous rencontrons des formes de vie, c'est lui qui nous dira si elles sont dangereuses ou juste incomprises. Marcus, un Nigérian imposant au sourire chaleureux, hocha la tête. J'espère que ce sera la deuxième option, mais je suis préparé pour les deux. Docteur Yuki Tanaka, linguiste et spécialiste en communication xéno-anthropologique. Si ces êtres ont un langage, c'est elle qui nous aidera à le comprendre. Yuki, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant, ne sourit pas, le langage n'est pas seulement une question de mots. C'est une fenêtre sur la pensée, la culture, les valeurs. Comprendre comment ils communiquent nous dira qui ils sont vraiment. Gabriel continua les présentations. Le docteur Rajesh Patel, physicien théoricien, père Antonio Moral, philosophe et conseiller éthique, Anya Volkov, ingénieur en chef, et une douzaine d'autres spécialistes, chacun crucial à sa manière. Et enfin, conclut-il, le commandant Chen que vous avez déjà entendu, et son équipe de sécurité. Leur travail est de nous ramener vivants. Écoutez-les. Sarah Chen se leva, sa stature militaire contrastant avec son sourire désarmant. Je ne suis pas là pour vous empêcher de faire votre travail. Je suis là pour m'assurer que vous puissiez le faire en sécurité. Si je vous dis de courir, vous courez. Si je vous dis de vous cacher, vous vous cachez. Pas de questions, pas de débat. D'accord ? Les hochements de tête furent unanimes. Cette nuit-là, alors que l'Odyssée se préparait au départ, Elena ne trouvait pas le sommeil dans sa cabine exiguë. Elle activa son terminal personnel et ouvrit le dernier message vidéo de sa fille. « Maman, disait Sophia, ses 15 ans brillant dans son sourire, je sais que tu dois faire ça. Je sais que c'est important. Mais promets-moi que tu reviendras. Promets-moi que tu ne nous laisseras pas seuls, papa et moi. » Helena sentit les larmes munter. Elle avait enregistré une réponse, bien sûr, pleine de promesses et de réconfort. Mais elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle ne pouvait rien promettre. Personne ne savait ce qui les attendait. Un coup à sa porte la fit sursauter. Gabriel Torres entra, 2 verres de whisky synthétique à la main. « Je me suis dit que vous ne dormiez probablement pas, dit-il en lui tendant un verre. C'est si évident. J'ai fait 5 missions longue durée. À chaque fois, la veille du départ, je ne dors pas.
Je repense à tous ceux que je laisse derrière moi, et je me demande si je les reverrai. Et ça devient plus facile avec le temps. Gabriel rit doucement. Non. Mais on apprend à vivre avec. Il but une gorgée. Vous savez, Elena, je peux vous appeler Elena? Elle hocha la tête. Elena, j'ai lu votre dossier. Brillante, déterminée, un peu trop idéaliste pour certains. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. Parce que là-bas, face à l'inconnu, ce ne sont pas les protocoles qui nous guideront. C'est notre humanité. Notre capacité à espérer, à croire que nous pouvons être meilleurs. Vous pensez vraiment que nous sommes prêts pour ça? Pour rencontrer une autre civilisation? Gabriel réfléchit longuement. Non. Mais personne n'est jamais prêt pour ce genre de choses. On fait de notre mieux et on espère que ce sera suffisant. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées, alors que l'Odyssée vibrait doucement autour d'eux, se préparant à son voyage historique. Le lendemain, la Terre entière retint son souffle alors que le compte à rebours atteignait 0. Les propulseurs lumineux s'activèrent, distordant l'espace-temps autour du vaisseau dans un ballet de lumières irréelles. En un instant, l'Odyssée disparut, emportant avec elle les espoirs et les peurs de l'humanité tout entière. Chapitre 3 Andromède. Le voyage à travers l'espace intergalactique était à la fois banal et terrifiant. À l'intérieur du champ de distorsion, le temps s'écoulait normalement pour l'équipage, mais à l'extérieur, l'univers défilait à une vitesse inconcevable. Les étoiles se transformaient en traînées de lumière, les galaxies en taches floues dans l'immensité. Elena passait ses journées à analyser les données du signal, cherchant des indices sur ce qui les attendait. Plus elle étudiait les motifs, plus elle était convaincue d'une chose. Ces êtres, quels qu'ils soient, voulaient être compris. Le message n'était pas une menace ni un avertissement, mais une invitation. « Regardez ça », dit-elle à Yuki un après-midi, projetant une série de symboles sur l'écran holographique. Ces séquences se répètent tous les 18 cycles. 18 est le résultat de 3 fois 6, et 3 est le nombre de dimensions spatiales que nous percevons. 6. Je ne sais pas encore, mais c'est intentionnel. Yuki étudia les motifs avec attention. Dans de nombreuses cultures terrestres, les nombres ont des significations symboliques. Peut-être que pour eux aussi. Mais nous devons faire attention à ne pas projeter nos propres schémas de pensée sur les leurs. C'est exactement le problème, soupira Elena. Comment communiquer avec une intelligence qui pourrait penser de manière radicalement différente de nous? Qui pourrait même percevoir la réalité différemment? Leur conversation fut interrompue par l'alarme du vaisseau. La voix de Gabriel résonna dans les haut-parleurs, tous les membres d'équipage au poste. Nous arrivons à destination dans 2 heures. L'excitation et l'anxiété se propagèrent comme une vague. Chacun retourna à sa station, vérifiant et revérifiant les équipements. Sarah Chen et son équipe firent le tour du vaisseau, s'assurant que toutes les mesures de sécurité étaient en place. Quand le champ de distorsion se dissipa, le silence qui s'abattit sur la passerelle fut assourdissant. Devant eux, suspendue dans le vide, une planète rocheuse orbitait autour d'un système d'étoiles binaires. Mais ce n'était pas la planète qui captivait leur attention. « Mon Dieu » murmura Marcus au conco. La surface de la planète était un réseau de structures géométriques qui s'étendaient à perte de vue. Des tours cristallines s'élevaient vers le ciel, reliées par des ponts lumineux. Des dômes translucides recouvraient ce qui semblait être des cités entières. Et tout cela brillait d'une douce lueur bleutée, comme si la planète elle-même respirait. « Scan complet », ordonna Gabriel, sa voix tendue. « Je veux tout savoir sur cet endroit avant même de penser à nous en approcher. » Les heures suivantes furent une frénésie d'analyse. Les données affluaient de tous les capteurs, révélant des merveilles et des mystères. « Pas de signature d'armes », annonça Sarah avec un soulagement visible. « Pas de défense orbitale, pas de vaisseaux de guerre. Soit ils n'en ont pas besoin, soit ils sont si bien cachés que nous ne pouvons pas les détecter. » « L'atmosphère est respirable », ajouta Marcus. « Composition similaire à la Terre, peut-être un peu plus riche en oxygène. Gravité légèrement inférieure. Température modérée. »« Et l'énergie ?» demanda Elena. Rajesh Patel secoua la tête avec incrédulité. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Ces structures ne consomment pas d'énergie, elles la génèrent. Comme si elles convertissaient directement le vide quantique en électricité utilisable. C'est théoriquement possible, mais nous sommes à des siècles de pouvoir faire ça à cette échelle. »« Capitaine,
intervint Anya Volkov depuis l'ingénierie, je capte un signal radio local. Très faible, mais c'est clairement un message d'accueil. Coordonnées d'atterrissage incluses. Gabriel se tourna vers Elena. Votre avis, docteur? Elle prit une profonde inspiration. Ils savent que nous sommes là. Ils nous invitent à descendre. Nous ne pouvons pas rester cachés dans l'ombre et espérer apprendre quoi que ce soit de significatif. Je dis qu'on y va. Sarah fronça les sourcils. Avec toutes les précautions. Équipe réduite. Équipement d'urgence complet. Et au premier signe de danger, on évacue. Gabriel hocha la tête. D'accord. Elena, Marcus, Yuki, vous venez avec moi. Sarah, vous aussi, avec 2 de vos hommes. Le reste de l'équipage reste en orbite, prêt à intervenir. La navette qui les transporta vers la surface était silencieuse. Chacun était perdu dans ses pensées, contemplant ce moment historique. Ils allaient être les premiers humains à fouler le sol d'une planète dans une autre galaxie. Les premiers à rencontrer une intelligence extraterrestre. L'atterrissage fut doux, la navette se posant sur une plateforme cristalline qui semblait avoir été préparée pour eux. Autour d'eux, les structures s'élevaient comme des cathédrales de lumière, leur géométrie parfaite défiant toute logique architecturale terrestre. Et puis, ils les virent. Des silhouettes émergèrent de derrière les structures, se déplaçant avec une grâce fluide. Humanoïdes, mais différents. Leur peau avait une teinte légèrement irisée qui changeait subtilement avec la lumière. Leurs yeux, plus grands et d'un noir profond, semblaient contenir des galaxies entières. Ils étaient élancés, presque fragiles en apparence, mais il y avait quelque chose dans leurs pores qui suggérait une force tranquille. L'un d'eux s'avança, levant une main dans ce qui semblait être un geste universel de paix. Puis il parla, ou plutôt, fit résonner une série de sons modulés accompagnés de gestes précis. La voix était mélodieuse, presque musicale. Yuki activa immédiatement son équipement d'enregistrement et d'analyse linguistique. C'est complexe, murmura-t-elle. Multicanal. Les sons, les gestes, et... Elle se concentra. Je crois qu'il y a aussi une composante que je ne capte pas. Comme une vibration subsonique. Elena sentit son cœur battre à tout rompre. Ils étaient là, devant elle. Une autre forme de vie intelligente. Des êtres qui avaient construit cette civilisation extraordinaire, qui avaient envoyé ce message à travers l'abîme intergalactique. Elle s'avança lentement, consciente que chaque geste serait scruté et interprété. Elle leva sa main en écho au geste de l'être, et dans son meilleur effort pour imiter les sons qu'elle avait entendus, elle dit simplement « Bonjour ». Le luminarien pencha la tête, et quelque chose qui ressemblait à un sourire se dessina sur son visage. Puis il fit un pas de côté, invitant le groupe à le suivre dans la cité lumineuse. C'était le début d'une conversation qui changerait tout. Chapitre 4 – Harmonie et dissonance. Les 3 jours suivants furent une immersion totale dans un monde qui défiait toute compréhension humaine. Les luminariens, comme l'équipage les avait baptisés, communiquaient lentement mais avec patience. Yuki fit des progrès remarquables dans la compréhension de leur langage, découvrant qu'il était en effet multimodal. Sons, gestes, et une forme de résonance empathique qui leur permettait de partager des émotions et des concepts abstraits à courte distance. C'est presque télépathique, expliqua-t-elle lors d'un briefing quotidien avec l'Odyssée en orbite. Pas au sens de lire dans les pensées, mais plutôt comme partager un état émotionnel. Quand ils sont près de nous, je peux sentir leurs intentions. C'est déstabilisant, mais incroyablement utile. Gabriel écoutait avec attention, mais son visage trahissait son inquiétude. Et vous êtes sûr que ce n'est pas une forme de manipulation mentale? J'en suis certaine, capitaine, répondit Yuki fermement. C'est bidirectionnel. Ils ressentent aussi nos émotions. C'est une forme de communication honnête par nature. On ne peut pas mentir quand on partage ce qu'on ressent. Elena prit la parole. C'est fascinant sur le plan sociologique. Leur société entière est construite sur cette transparence émotionnelle. Il n'y a pas de hiérarchie parce qu'il n'y a pas de place pour la domination ou la manipulation. Chacun contribue selon ses capacités, et les décisions sont prises par consensus émotionnel. Ça semble idyllique, dit Sarah avec scepticisme. Trop beau pour être vrai. Marcus intervint. J'ai étudié leur biologie. Cette capacité empathique est ancrée dans leur système nerveux. Elle a probablement évolué comme mécanisme de survie sociale. Mais ça a un coût, ils sont extrêmement sensibles aux dissonances émotionnelles.
Un conflit violent leur serait physiquement douloureux. Ce qui explique pourquoi ils ont développé une culture si pacifique, compléta Helena. Ils n'ont pas le choix. La violence leur est presque impossible. Gabriel se frotta le visage, épuisé. Et qu'ont-ils dit sur les autres civilisations qu'ils ont rencontrées? Le silence qui suivit était lourd. Finalement, Helena répondit, sa voix teintée de tristesse. Ils nous ont montré des archives. Des enregistrements de cette autre civilisation, contactés au cours de leur histoire. Tout était à un stade de développement similaire au nôtre. Et toutes, elle hésita, toutes se sont autodétruites avant de pouvoir établir un dialogue durable. Otto Detrut's comment. Guerre, catastrophes écologiques, conflits internes qui ont dégénéré. Les luminariens ont essayé d'intervenir, d'aider, mais c'était trop tard à chaque fois. Ils portent encore le poids de ces échecs. Gabriel sentit un frisson le parcourir. Et il pense que nous sommes sur la même voie. Ils ne le pensent pas, dit Helena doucement. Ils le savent. Ils ont étudié nos transmissions radio, nos signaux. Ils connaissent notre histoire, nos guerres, nos divisions. C'est pour ça qu'ils nous ont contactés maintenant. Ils pensent que nous sommes à un point critique, un moment où nous pouvons encore choisir. Le briefing se termina dans un silence pesant. De retour sur la planète, Helena fut conduite dans ce qui semblait être une salle de méditation ou de réflexion. Les murs cristallins projetaient des images holographiques de paysages apaisants, et l'air vibrait d'une harmonie sonore subtile. Un luminarien qu'elle avait appris à reconnaître, celui qu'ils appelaient l'Ancien, vint s'asseoir près d'elle. Sa présence dégageait une sérénité profonde qui l'enveloppa comme une couverture chaude. À travers une combinaison de gestes, de sons, et cette résonance empathique qu'elle commençait à comprendre, l'Ancien lui transmit un message complexe. Yuki, présente pour traduire, articula lentement les concepts. Votre espèce, jeune, pleine de potentiel, mais aussi de danger. Vous êtes comme un enfant tenant une arme. Vous pouvez grandir, apprendre la sagesse, ou vous détruire. Nous voulons vous aider, mais il y a une condition. Helena sentit son cœur s'accélérer. Quelle condition? Unité. Pas uniformité, mais unité. Une seule voix pour parler pour tous. Une seule vision pour guider votre espèce. Pas de nation divisée, pas d'intérêts contradictoires. Tant que vous êtes fragmenté, vous êtes dangereux. Pour vous-même, et potentiellement pour les autres. Vous nous demandez de renoncer à notre diversité? Demanda Helena, sentant une vague de résistance monter en elle. L'Ancien émit un son qui ressemblait à un soupir. Non, la diversité est force. Mais chaos n'est pas diversité. Vous devez trouver harmonie dans différence. Comme orchestre, beaucoup d'instruments, mais une musique. Ce soir-là, l'équipe terrestre se réunit dans leur camp temporaire. La conversation fut houleuse. C'est inacceptable, s'emporta Sarah. Ils nous demandent essentiellement de dissoudre nos gouvernements, nos cultures nationales. C'est du colonialisme culturel déguisé en sagesse cosmique. Ce n'est pas ce qu'ils demandent, contra Helena. Ils parlent d'une gouvernance unifiée, pas d'une culture unique. Une façon de prendre des décisions qui impliquent tout le monde, mais qui empêche les conflits destructeurs. Et qui décide de ce qui est une décision destructrice? Rétorqua Sarah. Marcus leva les mains pour calmer les esprits. Regardons les faits objectivement. Ils ont raison sur un point. Notre histoire est pleine de conflits qui nous ont presque détruits. Les guerres mondiales, la crise climatique, les tensions nucléaires. Nous avons eu de la chance de survivre. Mais nous avons survécu, insista Sarah. Par nous-mêmes. Sans qu'une civilisation supérieure vienne nous dire comment vivre. Gabriel, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. Ce n'est pas à nous de décider. Nous sommes ici pour observer et rapporter. C'est à la Terre de choisir. Mais nos recommandations vont peser lourd, dit Helena. Nous sommes les seuls à les avoir rencontrés, à avoir vu leur société. Notre rapport va influencer la décision. Alors nous devons être honnêtes, conclut Gabriel. Nous présentons les faits,
les avantages et les risques, et nous laissons l'humanité décider de son propre destin. Le message qu'ils envoyèrent à la Terre cette nuit-là déclencha une tempête qui se transforma rapidement en ouragan. Chapitre 5 – Le choix de l'humanité. Les 2 semaines suivantes furent chaotiques. Sur Terre, les débats faisaient rage. Les gouvernements étaient divisés. Certains, comme l'Union européenne et la Fédération africaine, plaidaient pour une coopération totale et une réforme des institutions internationales. D'autres, notamment certaines superpuissances, y voyaient une menace à leur souveraineté et à leurs intérêts stratégiques. Le mouvement Terre Unie, un collectif de scientifiques, d'artistes et d'activistes, gagna rapidement en popularité. Leurs manifestations massives dans des centaines de villes portaient un message simple, une humanité, une voix. Mais des contre-mouvements émergeaient aussi, accusant les luminariens de manipulation et exigeant un rejet total de leur offre. Sur la planète luminarienne, l'équipage de l'Odyssée regardait l'humanité se déchirer, impuissant. Les luminariens observaient aussi, leur tristesse palpable dans chaque interaction. C'est exactement ce qui s'est passé avec les autres, confia l'ancien à Helena lors d'une de leurs conversations quotidiennes. Le changement fait peur, le pouvoir résiste, et la peur devient violence. Mais nous ne sommes pas comme les autres, protesta Helena, bien qu'elle ne soit pas sûre d'y croire elle-même. Nous pouvons apprendre de leurs erreurs. Nous l'espérons. C'est pour cela que nous essayons encore. Mais espoir n'est pas certitude. La crise atteignit son paroxysme quand le Consortium militaire international, une alliance de plusieurs nations, envoya un message direct à l'Odyssée, ordre prioritaire. Acquérir la technologie luminarienne par tous les moyens nécessaires. Utiliser la force si besoin. L'avenir de l'humanité en dépend. Gabriel convoqua une réunion d'urgence dans la salle de conférence du vaisseau. L'atmosphère était électrique. C'est de la folie, s'exclama Helena. Ils veulent que nous attaquions une civilisation pacifique qui nous offre son aide. Ils ne voient pas ça comme une attaque, expliqua Sarah, son visage grave. Ils voient ça comme de l'autoprotection. Si nous ne prenons pas cette technologie, ils craignent que d'autres nations le fassent. C'est la logique de la course aux armements, version intergalactique. Et qu'est-ce que vous en pensez, commandant ? Demanda Gabriel. Sarah hesitated a long moment. Je pense que j'ai prêté serment de protéger l'humanité. Mais je ne suis pas sûre de savoir ce que cela signifie dans ce contexte. Protéger l'humanité contre une menace extérieure ? Ou protéger notre âme collective contre nos propres démons ? Rajesh Patel intervened. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas voler leur technologie. Elle est trop avancée, trop intégrée à leur compréhension de la physique. Ce serait comme donner une arme nucléaire à un homme du néolithique. Il pourrait la posséder, mais jamais la comprendre ou l'utiliser. Mais ça, le consortium ne le comprend pas, dit Anya. Ou ils s'en fichent. Ils veulent juste quelque chose, n'importe quoi, qui leur donne un avantage. Gabriel se leva et marcha vers la baie vitrée donnant sur la planète en contrebas. J'ai une décision à prendre. Et quelle que soit cette décision, elle aura des conséquences monumentales. Il se retourna vers son équipe. Je vais désobéir aux ordres. Le silence qui suivit fut assourdissant. Capitaine, Kamenka Sarah. Laissez-moi finir, l'interrompit Gabriel. Depuis le début de cette mission, on nous dit d'observer, de collecter des données, de suivre les protocoles. Mais les protocoles ont été écrits par des gens qui n'ont jamais quitté notre galaxie, qui n'ont jamais rencontré une autre forme de vie intelligente. Ils ne savent pas. Nous savons. Il regarda chacun des membres de son équipe. Les luminariens ont raison. Nous sommes à un tournant. Et si nous cédons à nos pires instincts maintenant, si nous répondons à cette main tendue par la violence et la cupidité, nous prouverons que nous ne sommes pas prêts. Que nous sommes exactement comme ces autres civilisations qui se sont autodétruites. Que proposez-vous ? Demanda Helena, son cœur battant d'espoir. Je propose que nous fassions ce que nous aurions dû faire depuis le début. Que nous agissions en tant que représentants de la meilleure partie de l'humanité. Pas de la plus puissante, pas de la plus riche, mais de la plus sage. Je propose que nous fassions alliance avec les luminariens, officiellement, au nom de tous les humains qui croient encore que nous pouvons être meilleurs.
Marco se leva. Je suis avec vous, capitaine. Un par un, les autres se levèrent aussi. Yuki, Rajesh, Anya, le père Moral. Même Sarah, après une longue hésitation, hocha la tête. C'est probablement la fin de nos carrières, dit-elle avec un sourire amer. Peut-être même un acte de mutinerie. Mais, je suis fatiguée de suivre des ordres stupides donnés par des gens qui ont peur. Gabriel activa le communicateur. Odyssée à toutes les stations terrestres. Ce message est destiné à l'humanité entière. Il prit une profonde inspiration. Je suis le capitaine Gabriel Torres. Il y a 3 semaines, nous avons rencontré une civilisation extraterrestre. Les luminariens sont pacifiques, avancés, et ils nous offrent leur aide. Pas pour nous conquérir, mais pour nous guider. Ils nous demandent une seule chose, que nous apprenions à travailler ensemble, que nous dépassions nos divisions. Certains sur Terre y voient une menace. Ils veulent que nous prenions leur technologie par la force. Ierifius. Parce que si nous faisons ça, nous ne méritons pas cette technologie. Nous ne méritons pas leur aide. Et nous prouvons que nous ne sommes pas prêts à rejoindre une communauté galactique. À partir de maintenant, l'Odyssée agit de manière indépendante. Nous allons négocier avec les luminariens au nom de tous les humains qui croient en un avenir meilleur. Pas au nom des gouvernements ou des corporations, mais au nom de l'humanité dans son ensemble. Vous pouvez nous traiter de traîtres. Vous pouvez nous désavouer. Mais vous ne pouvez pas ignorer la question fondamentale que posent les luminariens. Quel genre de civilisation voulons-nous être ? Le message fut reçu sur Terre 6 heures plus tard. Les réactions furent explosives. Le consortium exigea l'arrestation immédiate de Gabriel et son équipage. Mais le mouvement Terre Unie explosa en manifestation de soutien. Des millions de personnes descendirent dans les rues, portant le message de l'Odyssée comme un cri de ralliement. Sur la planète luminarienne, l'Ancien convoqua Elena et Gabriel pour une conversation cruciale. À travers Yuki, il leur transmit un message qui les surprit. Votre action, courageuse, mais aussi dangereuse. Vous avez divisé votre peuple encore plus. Nous avons révélé une division qui existait déjà, contre Gabriel. Mieux vaut l'affronter maintenant que de la laisser pourrir. Peut-être. Mais nous devons vous dire vérité importante. L'Ancien marqua une pause, son émotion palpable. Nous ne pouvons pas vous sauver. Nous pouvons offrir connaissance. Sagesse, Technologie. Mais changement doit venir de vous. Chaque civilisation qui a échoué non par manque de technologie, mais par manque de volonté. Alors pourquoi nous contactez-vous ? Demanda Elena. Si vous savez que nous allons probablement échouer comme les autres. Parce que peut-être, cette fois, sera différente. Parce que espoir est tout ce que nous avons. Et parce que chaque civilisation mérite chance. Même si chances sont faibles. Les semaines suivantes furent un tourbillon de négociations, de débats et de transformations. Sur Terre, le Conseil de sécurité se réunit en session d'urgence. Les divisions étaient profondes, mais quelque chose avait changé. Le message de l'Odyssée, la révélation de l'existence des luminariens, avait créé une prise de conscience globale. Pour la première fois dans l'histoire humaine, des millions de personnes se mobilisaient autour d'une idée simple. Nous sommes une espèce, pas une collection de nations rivales. Et si nous voulons survivre, nous devons agir comme tels. Le mouvement Terre Unie proposa un plan, la création d'une assemblée planétaire, un nouveau corps gouvernemental qui transcenderait les nations tout en les respectant. Pas un gouvernement mondial au sens traditionnel, mais un forum où les décisions affectant l'humanité dans son ensemble seraient prises collectivement. Le plan n'était pas parfait. Il y avait des résistances, des compromis douloureux. Mais lentement, miraculeusement, il gagnait du terrain. 3 mois après le premier contact, Gabriel reçut un message de la Terre. Le Conseil de sécurité, par un vote serré, autorisait la formation d'un traité préliminaire avec les luminariens. Ce n'était qu'un début, un premier pas fragile. Mais c'était un pas. Les luminariens acceptèrent de partager certaines de leurs connaissances, des principes de génération d'énergie propre, des techniques agricoles avancées, des méthodes de communication à longue distance. Pas leurs technologies les plus puissantes, mais assez pour commencer à transformer la société humaine.
En échange, ils demandèrent quelque chose que beaucoup trouvaient étrange, la permission d'étudier l'art humain. Notre musique, nos peintures, nos histoires. Pour eux, la créativité humaine, née de nos conflits et de notre chaos, était fascinante. Une forme d'harmonie différente de la leur, mais tout aussi valable. Vous créez beauté à partir de douleur, expliqua l'ancien à Helena. Nous avons perdu cela, dans notre quête d'harmonie parfaite. Peut-être. Vous pouvez nous rappeler que perfection n'est pas toujours souhaitable. Le jour du départ de l'Odyssée fut doux amer. L'équipage avait passé 6 mois sur cette planète étrange et merveilleuse. Ils avaient appris tant de choses, changé tant de perspectives. Helena se tenait sur la plateforme d'embarquement, regardant une dernière fois les tours cristallines qui s'élevaient vers le ciel. L'ancien vint la rejoindre. « Vous reviendrez » demanda-t-il, sa voix portant une nuance de tristesse. « Oui, promit Helena. Nous reviendrons. Avec d'autres. Pour apprendre, pour partager. Pour construire ensemble. Et si votre peuple choisit mauvais chemin? Si divisions deviennent plus fortes? Elena reflechet longment. Alors nous aurons échoué. Mais au moins, nous aurons essayé. Et peut-être que notre échec enseignera quelque chose à la prochaine civilisation que vous rencontrerez. L'ancien émit un son qui ressemblait à un rire. Vous êtes sage, pour quelqu'un de si jeune. Votre espèce a chance. Petite chance, mais réelle. Le voyage de retour sembla plus court, bien qu'il ait duré le même temps. L'équipage était transformé. Ils avaient vu l'impossible, touché l'inconcevable. Et ils revenaient non pas avec toutes les réponses, mais avec les bonnes questions. Quand l'Odyssée émergea dans l'espace terrestre, des centaines de vaisseaux les attendaient. Pas des vaisseaux de guerre, mais des vaisseaux d'accueil. Des représentants de dizaines de nations, tous réunis pour célébrer leur retour. Gabriel activa le communicateur. Odyssée à terre. Nous sommes de retour. Mission. Il hésita, puis sourit, mission accomplie. Sur Terre, dans une salle de conférence de l'ONU récemment rénovée et rebaptisée Assemblée planétaire provisoire, Helena se tenait devant des représentants de toutes les nations. Son rapport était projeté sur des écrans géants, des images de la planète luminarienne émerveillant l'audience. Les luminariens nous ont montré ce que nous pouvons devenir, conclut-elle. Pas en nous disant comment vivre, mais en nous montrant les conséquences de nos choix. Nous sommes à une croisée des chemins. Un chemin mène à l'autodestruction, l'autre à l'évolution. Lequel choisissons-nous? Le silence qui suivit fut lourd. Puis, lentement, quelqu'un se mit à applaudir. Puis un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que toute la salle soit debout, applaudissant non pas Helena, mais l'espoir qu'elle représentait. Ce soir-là, Helena rentra chez elle pour la première fois depuis presque un an. Sophia l'attendait à la porte, les larmes aux yeux. « Tu es revenue » sanglota sa fille en se jetant dans ses bras. « Je t'avais promis » murmura Helena en la serrant fort. « Et j'ai encore tellement de choses à te raconter. » Plus tard, alors que Sophia dormait, Helena sortit sur le balcon et regarda les étoiles. Quelque part là-haut, à 2,5 millions d'années-lumière, les luminariens regardaient probablement aussi, se demandant si l'humanité choisirait la sagesse ou la folie. Elle ne connaissait pas la réponse. Personne ne la connaissait. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la question était posée clairement. Et des millions de personnes, partout sur la planète, cherchaient ensemble la réponse. C'était peut-être suffisant. C'était peut-être le début de quelque chose de nouveau. Dans le ciel nocturne, une étoile filante traversa l'obscurité. Helena fit un vœu silencieux, un vœu pour son espèce, pour sa fille, pour toutes les générations futures qui hériteraient du choix qu'il ferait aujourd'hui. Les étoiles brillaient, indifférentes et éternelles. Mais quelque part entre elles, dans les espaces infinis qui séparaient les galaxies, un dialogue avait commencé. Un dialogue qui pourrait changer l'humanité à jamais. Ou la condamner. Le temps seul le dirait. Épilogue, 10 ans plus tard. La première ambassade permanente humaine sur la planète luminarienne était un mélange harmonieux d'architecture terrestre et de design luminarien. Des jardins terrestres poussaient à côté de cristaux lumineux, des enfants humains et luminariens jouaient ensemble, apprenant mutuellement leur langue et leur culture.
Helena Voss, désormais ambassadrice en chef, se tenait dans son bureau, regardant les rapports de la Terre. L'Assemblée planétaire était maintenant une institution permanente. Les nations existaient toujours, avec leur culture et leurs identités, mais elles avaient appris à parler d'une seule voix sur les questions qui concernaient toute l'espèce. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des conflits, des désaccords, des moments où l'ancienne logique de division menaçait de ressurgir. Mais chaque fois, de plus en plus de voix s'élevaient pour rappeler la leçon apprise lors du premier contact. Ensemble, nous sommes forts. Divisés, nous périssons. Les technologies partagées par les luminariens avaient commencé à transformer la société humaine. L'énergie propre était devenue abondante. La faim avait été virtuellement éliminée. Les maladies étaient de plus en plus rares. Mais plus important encore, l'humanité avait appris quelque chose d'inestimable, l'humilité. Nous n'étions pas seuls dans l'univers. Nous n'étions pas les plus avancés, pas les plus sages. Mais nous avions quelque chose d'unique. Une créativité née du chaos, une résilience forgée dans l'adversité, une capacité à espérer même face au désespoir. Sophia, maintenant une jeune femme de 25 ans, travaillait comme biologiste sur un projet conjoint humain-luminarien. Elle étudiait comment la résonance empathique des luminariens pourrait être adaptée pour améliorer la communication humaine, non pas en nous changeant fondamentalement, mais en nous aidant à mieux nous comprendre. Gabriel Torres, à la retraite, écrivait ses mémoires. Son livre, Le choix de l'Odyssée, était devenu un best-seller mondial, inspirant une nouvelle génération d'explorateurs et de diplomates. L'ancien, maintenant très âgé même selon les standards luminariens, visitait régulièrement l'ambassade. Lors d'une de ses visites, il s'assit avec Helena dans le jardin, profitant du soleil de 2 étoiles. Nous nous trompions, dit-il, sa voix affaiblie mais toujours claire. À quel sujet ? Demanda Helena. Nous pensions que votre espèce suivrait le chemin des autres. Que chaos mènerait à destruction. Mais vous avez trouvé 3e voie. Ni harmonie parfaite comme nous, ni chaos destructeur comme autres. Quelque chose entre deux. Harmonie dans diversité. Nous avons eu de la chance, dit Helena humblement. Et nous avons eu vous pour nous guider. Non. Vous avez eu courage. Et cela fait toute différence. Ils restèrent assis en silence, contemplant l'avenir. L'humanité avait encore un long chemin à parcourir. D'autres civilisations attendaient d'être découvertes dans l'immensité de l'univers. D'autres défis émergeraient. Mais pour la première fois dans son histoire, l'humanité affrontait l'avenir non pas seule, mais comme partie d'une communauté plus grande. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, pleines de promesses et de mystères. Et quelque part, dans les profondeurs de l'espace, d'autres signaux étaient peut-être déjà en route, portant d'autres messages, d'autres invitations. L'aventure ne faisait que commencer. Fin de l'histoire.